Hello les amis, nous sommes le vendredi 23 octobre 2020 et quand je suis sur Twitter, je vois beaucoup de gens éveillés, des lanceurs d'alerte, être très très énervés. Eh oui. Quand on est éveillé, tout ce qui se passe, ça énerve parce qu'on a envie de le crier au monde, on a envie de casser des trucs en disant mais attendez, ils se foutent de notre gueule quoi. Ils se moquent de nous et vous dormez, vous le voyez pas. Je sais bien, c'est comme ça, mais il faut rester zen, continuer à convaincre et surtout pas tomber dans la colère. Parce que dans la colère, on n'arrive à convaincre personne. Dans la colère, c'est le pouvoir de l'intention qui est mauvais. Et là, quand vous êtes en colère, vous les faites gagner. Je vous ferai, si ça vous intéresse, ça me ferait du bien, une émission sur le pouvoir de l'intention, parce qu'il est réel. Hein. Donc j'en vois déjà qui rigolent, mais ce pouvoir de l'intention, on le voit aussi bien en physique quantique, là ils rigolent moins, qu'en médecine. N'oubliez pas non plus que on voit très bien l'effet placebo, l'effet nocebo, et aujourd'hui on est en plein effet nocebo, et ça c'est ce qu'ils veulent. Donc restez cool, restez positif, c'est une bataille qui sera longue, rude, à la fin on gagnera. Euh, alors évidemment, on n'est pas aidé, hein, parce que eux, ils ont tout, ils ont le politique, ils ont le pouvoir, ils ont les décrets, ils ont les députés qui sont complètement tétanisés. Moi, quand je vois les commissions d'enquête qui passent là au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je suis mort de rire. Le type, il pose une question, l'autre, il pose une question, l'autre, il pose une question, et celui qui est là pour y répondre, ensuite, il répond ou pas à ces questions-là, et on le reprend jamais, jamais, quoi qu'il arrive, sur ce qu'il dit, et souvent c'est des mensonges éhontés. On va le voir, là on va décrypter un petit peu le passage d'Édouard Philippe, l'ex-premier ministre, et donc ils font peur, parce que vous avez l'impression comme ça, si vous lisez, si vous êtes devant les journaux, les JT de 20 heures, que le monde est tombé dans le Covid et que tout le monde va mourir de cette maladie. Non, non, non. Je vais vous montrer tout ça, que c'est des fake news, des fake news. Déjà, un petit rappel quand même, hein, parce que là, on a à peu près 1,1 million hein, de morts avec le Covid dans le monde. Hein, parce que alors là, maintenant, je ne veux plus compter les émissions où je vous ai montré ces gens qui sont morts, soit d'un cancer en phase terminale, d'un accident domestique, d'un accident de voiture, qui avait fait des tests positifs X mois avant, qui ont été comptabilisés dans la case positive, case Covid, pardon. Et donc 1,1 million de morts avec le Covid. Et encore, on n'en est pas tout à fait sûr. En 2018, la pneumonie a tué un jeune enfant toutes les 39 secondes. Plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de cette maladie respiratoire. C'est un article de 2019, l'an dernier. Le Nigeria, l'Inde, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie sont les pays les plus touchés. Dans le silence assourdissant des médias, on n'en avait rien à foutre. Hein, rien à foutre. Mais il faut aussi savoir que en France, c'est 16 000 morts en moyenne par an, la pneumonie. Si on y rajoute les 15 000 morts de la grippe, ça fait 30 000. Si on y rajoute toutes les infections respiratoires supérieures, c'est 60 000 morts par an, dans le silence assourdissant des médias. Aujourd'hui, le Covid aurait tué, mais c'est pas vrai. C'est pas le Covid qui a tué. Ils sont morts. Beaucoup de ces gens-là seraient morts tout de même. Hein. 32 000 personnes en France. Est-ce que les autres années, on a arrêté le pays, on a confiné, on a fait des couvre-feux? Non. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que c'est quelque chose de concerté, un plan qui est derrière, et on va le voir ce plan. Si ce virus était un virus létal, il toucherait les pays pauvres en premier. Il toucherait les pays pauvres comme ça a toujours été le cas, toucher les pays pauvres. Or, on s'aperçoit que quoi? Là, je vous ai mis le tableau de Worldmeter. Alors évidemment, c'est des données d'hier. Hein. À gauche, vous voyez, c'est whole, le monde entier. Et donc j'ai cliqué sur la case serious critical, on va dire réanimation. Hein. Donc il y aurait 75 050 personnes sur les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, presque 8, qui sont en réanimation sur Terre. Et pour ça, on a arrêté le monde.
On voit que les USA sont premiers, avec 15 909 personnes. Là, je ne vais pas revenir sur les différences énormes entre les États démocrates et les États républicains. Ensuite, c'est l'Inde, mais bon, 8 944 personnes sur 1 384 000. C'est une goutte d'eau par rapport à d'autres maladies qui existent en Inde, je peux vous le dire. Le Brésil, 8 318, la majorité, 80% dans les États qui sont anti-Bolsonaro. Hein. La politique tue, hein, je vous le rappelle, dans cette pandémie. Ensuite l'Iran, mais on connaît tous la situation gravissime de l'Iran. L'Argentine, on y reviendra dans une émission spéciale Argentine, qui est confinée. Le Mexique, mais vous voyez, ça chute quand même très bas, à 2617 pour 130 millions d'habitants. Et la septième, Cocorico, la France, pour 65 millions d'habitants. Ensuite, vous avez la Russie, qui a à peu près le même nombre, mais elle compte 145 millions d'habitants. Et puis, on va chuter très très vite. L'Allemagne, 1000 pour 83 millions d'habitants, 84 millions presque, et en plus ils sont plus âgés que chez nous. Et on peut continuer, ça va chuter très vite. Vous voyez, 525 pour la Belgique, et on arrive en 54e position la Slovaquie avec 83, et ensuite on chute. Voilà. Ah, le petit mystère, 82e, là, tout en bas, la Polynésie française. 18 cas critiques. Sur 21 pour l'ensemble de l'Océanie, pour 281 000 habitants. Alors, là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et ensuite, voilà, c'est peanuts, quoi. 17, 6 personnes, je sais pas, prenez par exemple 99, Nigeria, 7 personnes en réa pour 207 millions d'habitants. Voilà, 4, 2, 1. Et à partir de la 136e place, il n'y a plus de personnes en réanimation Covid. Donc, respirez, c'est que les pays riches ou très peuplés comme l'Inde, mais bon, l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, 8 900 réa, c'est rien, quoi, c'est rien. D'accord? Et maintenant, si on fait non plus Hall, mais Europe, voilà, en haut à gauche, et les cas critiques, bah, la France est première. Première. Avec la Russie, mais Russie, c'est 150 millions d'habitants, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Moldavie, la Roumanie, la Tchéquie, l'Angleterre, la Belgique. Vous voyez. Et il faut qu'on chute il faut qu'on aille chercher à la 23e place la Suède, qui n'a pas confiné, avec à peine 39 cas en réanimation. Et donc en France, avec 2319 personnes en réa, alors je vous rassure, hein, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ces réas, parce que c'est l'opacité totale. Tout ce que je sais, c'est que ça ne doit pas être très grave. Pourquoi? Parce que sinon les caméras de télé, ils y seraient comme elles avaient été lors de le pic de l'épidémie en mars-avril. Là, elles y sont pas. Et quand elles montrent des images, d'ailleurs c'est toujours les mêmes qui remontent, qui sont en boucle, hein. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ça c'est pas moi, c'est des abonnés qui me le disent, il se passe rien. Donc on met en réa des gens qui ont juste besoin d'oxygène. Donc on fait une pandémie, on va commencer à organiser des transferts, patati patata, on va y revenir sur le nombre de lits. On met en couvre-feu des régions avec 2 patients en réa. Vous vous rendez compte un peu? Des départements, pardon. Vous vous rendez compte, hein? Et ensuite, on peut aussi s'amuser à cliquer sur Active Case, les cas actifs de Covid. Et là, encore une fois, en Europe, hein, Cocorico, la France, loin devant 856 234 cas actifs. La Russie suit avec 3 fois plus d'habitants, à 330 000. La Belgique, alors là, la Belgique, palme d'or quasiment, hein, parce que si on rapporte au nombre d'habitants, 221 000. L'Ukraine, l'Italie, la Tchéquie, la Pologne, blablabla. Et là, par contre, vous voyez que déjà dans les 26, on ne trouve déjà plus la Suède, qui n'a pas confiné, parce qu'elle est très très loin, très très loin. Et puis vous voyez que les chiffres commencent à devenir ridicules, hein. En active case, on tombe par exemple la 26e position en Serbie, avec à peine 5200 cas actifs dans toute la Serbie.
alors que la France réussit à faire 40 000 cas positifs par jour. Donc juste ces chiffres, montrer juste ces chiffres à n'importe qui, je pense que ça va faire tilt dans sa petite tête et se dire qu'il y a une manipulation totale, totale. Et on peut aussi montrer les chiffres de l'Afrique. Je vous conseille quand même la dernière émission de l'IUHU Méditerranée du professeur Raoult. Alors évidemment, ça vous énerve quand vous entendez des imbéciles passer sur des plateaux de télé, dire le mage, le charlatan, en parlant de Didier Raoult. Écoutez son émission, écoutez son émission. Tiens, je vous en mets juste 1 minute, 2 minutes. Professeur Didier Raoult, le conseil scientifique de l'IHU Méditerranée Infection se réunit annuellement et vient de se terminer il y a 2 jours. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé remarquablement bien parce que on a la chance d'avoir dans notre conseil scientifique des stars mondiales, des gens exceptionnels. On trouve rarement les gens qu'on appelle les très hautement cités, avec dedans des immunologistes, des biologistes cellulaires, des généticiens, le père de la biostatistique française, avec des gens d'un niveau tout à fait extraordinaire. On a eu la chance d'avoir aussi le président du groupe du jury international qui avait créé les IHU. On avait 2 anciens ministres qui étaient présents. On avait 3 représentants de tout ce qu'il y a de plus dynamique en Afrique actuellement. Malheureusement, nos amis algériens n'ont pas pu venir parce que les voyages sont bloqués. Mais on avait vraiment une des plus grandes stars d'Afrique, qui est Mouimbe, qui est le découvreur du virus Ebola quand même, hein, qui a géré, lui, plusieurs épidémies depuis Ebola, le choléra, la peste au Congo, qui est un homme d'un calme extraordinaire, qui nous a expliqué la structure qu'il avait avec le président de la République, qui s'adressait directement à lui pour pouvoir gérer les problèmes épidémiques, parce que c'est le sachant des problèmes épidémiques, et qui tient au courant le ministère de la Santé, mais c'est pas spécifiquement le rôle du ministère de la Santé de gérer l'épidémie là-bas. J'ai été content de voir qu'ils faisaient exactement la même chose que nous ici à Marseille, c'est-à-dire de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, ils rajoutent de la vitamine C, et ils font une PCR pour faire le diagnostic, ils font une PCR en fin de traitement, c'est-à-dire qu'ils font mieux que ce qui se passe la plupart du temps en France, aux États-Unis ou en Angleterre. C'est quand même assez sidérant de voir que au Congo, quand même, on fait ça. On fait la même chose au Sénégal. Alors là, c'est Mboup qui était venu avec Cher, qui dirige une des équipes rattachées à l'unité au Sénégal. Mboup est un de ceux qui a débusqué la 2e épidémie de virus HIV, le virus de sida, qui s'appelait HIV2. C'est une star connue aussi depuis très longtemps et qui a une approche qui est très similaire, c'est-à-dire on donne l'azithromycine, de l'hydroxychloroquine, on fait le diagnostic par PCR avant, après, et puis on regarde si les gens sont guéris. Et ils ont des résultats qui sont comparables à ceux que nous avons ici à l'IHU, mais qui sont très supérieurs à tout ce qu'on voit en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Donc il faut se poser des questions, savoir qu'est-ce qui se passe pour que l'Afrique soigne mieux les gens maintenant que ce qu'on le fait dans l'Occident. C'est une vraie question, parce que ils ont des raisonnements qui sont rationnels, simples, ils ne cherchent pas absolument à faire des essais thérapeutiques avec l'un ou l'autre. Donc c'est manifestement un bon choix, d'autant qu'on voit que cette obsession de l'essai thérapeutique, on voit où est-ce qu'elle a mené, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a strictement aucun résultat avec le remdesivir, à part que sûrement les hauts et les bas du remdesivir ont bien dû rapporter de l'argent à quelqu'un, parce qu'ils se sont j'ai beaucoup d'actions. Enfin, on ne consommera pas de remdesivir, et d'ailleurs, bon, j'ai essayé d'expliquer, vous savez, comme ça ne marche pas dans les formes graves, dans les formes initiales, je ne sais pas qui c'est qui va accepter 10 jours de perfusion, si vous voulez, en restant avec un produit qui a une relative toxicité pour une maladie dont la létalité, ça, le nombre de morts, est quelque chose entre 0,3 et 0,8%. Vous n'allez pas prendre une perfusion de 10 jours. Quoi. Donc c'était irréaliste. N'importe quelle personne qui s'asseyait tranquille pour réfléchir aurait su que ce n'était pas réaliste. Dès qu'on a compris que la phase virale où le médicament pouvait être actif était la phase initiale et pas la phase pendant laquelle le pronostic était engagé. Donc tout ça a été étonnant et le seul médicament qui donnait quelque chose dans les 2 essais français, que ce soit Discovery ou l'essai de la danger, ont été arrêtés avant la fin sans qu'on comprenne pourquoi, alors qu'ils montraient déjà des signes d'efficacité. Donc je
crois que les gens de bon sens ailleurs raisonnent sur, écoutez, il y a des médicaments qui sont pas chers, qui sont efficaces, on voit que les gens vont bien quand on leur donne ces traitements, on sait que c'est pas toxique. Là aussi, une espèce de folie qu'a pris le monde occidental à transformer le médicament le plus presque au monde en médicament toxique. D'ailleurs, c'était déjà arrivé avec le Lancet, il y avait une autre histoire comme ça, c'est peut-être pour ça que j'étais plus réservé, avec l'ivermectine, où en 97, le Lancet avait publié un papier disant que l'ivermectine tuait. Alors c'est déjà un repositionnement, parce que l'ivermectine est un médicament pour lequel son inventeur a eu le prix Nobel il y a 2 ou 3 ans, qui est un japonais, qui avait été utilisé pour les maladies tropicales, en particulier pour les filarioses. Donc ça a été donné à des centaines de millions de gens. Par exemple, au Sénégal, toute la population, une fois par an, reçoit de l'ivermectine pour être déparasitée. Donc c'est un médicament. Et il se trouve que ce médicament fonctionne aussi contre la gale, contre les poumons. L'ivermectine, l'autre médicament dont je vous ai souvent parlé dans mes émissions, qui fonctionne très bien. Et donc vous voyez qu'il y a un gros problème avec The Lancet. Et donc je vous invite à regarder la suite de l'émission sur le site de l'IUHU Méditerranée, sur la chaîne YouTube de l'IUHU. Maintenant, comment comprendre qu'on fasse encore passer sur des plateaux de télé des gens qui traitent Professeur Raoult, meilleur infectiologue au monde, qui réunit autant de sommités mondiales à l'IUHU Méditerranée, de charlatans, de mages, de druides ou je ne sais quoi. Il faut arrêter, franchement, ce genre de personnages. D'abord, ils sont personne pour pouvoir juger une sommité internationalement, mondialement connue comme le professeur Raoult. J'en rajoute un exprès. Il faut arrêter d'inviter des stupides, des gens qui sont payés par Big Pharma ou des gens complètement crétins. Franchement, complètement crétins. Et donc, vous avez vu ces sommités africaines, l'Afrique, loin devant, parce que quand la France fait 46 000 cas par jour, ou 45 000, ou 42 000, je ne sais plus, là, par jour, l'Afrique, avec 1,5 milliard d'habitants, 10 000. Regardez l'Afrique. Je vous la montre, l'Afrique. Mis à part l'Afrique du Sud, qui a un cas particulier, l'Afrique du Sud, bien sous le lobby blanc des Big Pharma, vous enlevez l'Afrique du Sud, ça tombe, mais c'est juste hallucinant. Le professeur Raoult a parlé du Sénégal, il reste 5 cas critiques, il y a à peine 19 morts par 1 million d'habitants. En Guinée, 24 cas critiques, 5 morts par million d'habitants, celui dont il parlait tout à l'heure. Le Congo, 1 cas critique, 59 morts par million d'habitants. Vous vous rendez compte la claque? Alors que tous les spécialistes qui passent encore sur les plateaux télé, pronostiquaient l'hécatombe en Afrique, l'hécatombe sanitaire. Alors on va terminer par un tableau qui est incroyable. Cette fois-ci, on prend le monde et les cas actifs. Il y a 9 649 000 cas actifs dans le monde et la France représente 856 000 cas actifs. C'est-à-dire un peu moins de 10%. La France, 65 millions d'habitants, représente 10% des cas actifs des 8 milliards sur la planète. Donc vous comprenez que soit le virus choisit endroit sa géographie et a une affinité profonde avec la géographie française, soit les tests français sont complètement fake. Et donc, il faut vraiment répéter, c'est pas que le professeur Raoult, le mage, le druide, le charlatan qui utilise l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est des milliards et des milliards de personnes dans le monde. Je vais vous remettre encore et encore le site qui recense absolument tous les essais qui sont faits dans le monde, mais dont personne ne parle. Les médias français ne parlent que des essais, des faux essais comme celle du Lancet, frauduleux, qui sont là pour tuer l'hydroxychloroquine en titrant le lendemain dans les journaux « Échec et mat de professeur Raoult, l'hydroxychloroquine ». Voilà, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est des mensonges. Et à ce jour, 147 études sur l'hydroxychloroquine, 87 en peer review. Et donc, vous voyez que 100% quand des traitements sont positifs, quand l'hydroxychloroquine est donnée tôt, 64% c'est la médiane. Évidemment, ça chute à 26% quand c'est donné late, c'est-à-dire tard. Ça, c'est évident. Ça, le professeur Raoult le dit depuis le nouveau. Et donc, en fait,
ici, vous avez quelque chose d'horrible. Au 21, je vous traduis, au 21 octobre 2020, on estime à 533 218 le nombre de vies humaines perdues parce que l'on ne croit pas que l'hydroxychloroquine est efficace. Et rappelez-moi, il y a 1,1 million de personnes qui sont mortes. Et là, ils disent qu'on aurait pu sauver 530 000 personnes. Vous vous rendez compte? Donc, ce qui veut bien dire que c'est vraiment un scandale. En plus, le scandale continue en France. Dominique Martin, directeur de l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, refuse toute RTU, qui est une recommandation temporaire d'utilisation pour l'hydroxychloroquine, mais autorise l'envoi de mails promotionnels par Gilead pour le Remdesivir et en organise la distribution gratuite de poids de mesure. Le pire, c'est que l'hydroxychloroquine coûte 4,17 €, le Gilead, le Remdesivir coûte 3 000 €. Donc vous comprenez qu'il y a des intérêts financiers en jeu sur votre santé, sur la santé de vos proches, surtout de vos aînés, et que, évidemment, maintenant, il faut dire stop. Donc c'est pas la peine de faire 150 000 émissions, c'est au pénal. Là, ça va être du pénal. Parce que le juge, évidemment, le juge, il pense que les juges, il va dire, ah ben non, va me falloir une expertise scientifique. Non, on va prendre le cas à l'envers. On va prendre le cas à l'envers. On va montrer ça. Des tableaux comme ça. Alors par exemple, les décès, toutes causes confondues. On compare, premier tableau, 2020 par rapport à 2018, deuxième tableau à droite, 2020 par rapport à 2019. Paris, Marseille. Alors, ici, à Paris, 9243, en excès de 1961 par rapport à 2018, en excès de 2012 par rapport à 2019, Marseille en excès uniquement de 7,7% en 2018, 7,4% en 2019, décès toutes causes, mais cette fois-ci en public et en hôpitaux privés, 5960 pour Paris, c'est-à-dire une augmentation de 13,5%. Marseille, une réduction de moins 5,8%. 2019, Paris, augmentation de 16,1%. Marseille, diminution de 2,6%. Ensuite, décès pour tout ce qui est hospice, EHPAD et compagnie. Paris, plus 78,8% pour 2018. Marseille, 23,8%. Paris, 61,6% par rapport à 2019. Marseille, 1,7%. Et ensuite, vous avez les décès, toutes causes, mais cette fois-ci à la maison, chez vous. Paris, par rapport à 2018, plus 31,8%. Marseille, plus 4%. Paris, 26% par rapport à 2019. Marseille, moins 0,6%. Je pense qu'avec des tableaux comme ça, tout est dit sur le résultat. L'IHU, le charlatan, le druide, le mage, publie. D'ailleurs, le charlatan, le druide, le mage, il n'est pas tout seul, c'est une équipe de 482 personnes. Il publie des statistiques et on voit, comme le professeur Raoult l'a dit tout à l'heure, que le Covid a un taux de létalité entre 0,3 et 0,8%. Quels sont les taux de létalité de votre hôpital? Demandez-leur. On verra après. Parce que ceux qui sont à des taux de létalité de 40%, qui crachent sur l'IUHU de Méditerranée qui est à 0,5, il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi ils crachent, franchement. Et donc, en plus, l'IUHU Méditerranée, Marseille, n'a pas laissé des personnes chez elles sans test. Et avec quoi? Du paracétamol. Et surtout, ensuite, dans les maisons, les EHPAD, les maisons de retraite, avec du Rivotril. Faut le savoir, ça. Alors, le professeur Raoult a décidé de porter plainte contre le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament française. À un moment, je vous le dis depuis longtemps, c'est que au pénal, devant la justice, il faut que tout ça soit éclairé. Ces gens marchent sur l'eau, ils se sentent vraiment, parce qu'ils ont le pouvoir, ils se sentent intouchables. Mais une fois devant les juges, Olivier Véran l'a dit, que ça l'avait choqué que les inspecteurs viennent à 10 ou 12, là je sais plus, chez lui à 6h du mat, faire des confiscations. Et oui, on en revient aussi à cet étrange personnage.
Je pense que la façon dont le pays a géré la crise a permis de sauver beaucoup de vies. Faux, c'est faux. Ça, c'est juste lui qui le dit pour sauver sa tête, puisque l'exemple de la Suède est là, et d'autres exemples, la Corée du Sud, ils n'ont pas confiné. Pas toutes, beaucoup de proches, parfois des amis ont été emportés, mais je pense qu'on a sauvé beaucoup de vies, et ce serait bien qu'on se le dise un peu. Eh ben non, on va dire le contraire. J'ai eu la chance d'avoir de ministres, ah oui, de grands ministres, Agnès Buzyn, un grand médecin, Olivier Véran, ouais, Olivier Véran. L'autre jour, il était à l'Assemblée, il se frottait au gel hydroalcoolique comme ça. Donc il ne sait même pas, lui qui est médecin, qu'il faut faire comme ça. Et ça, c'est un grand médecin, ouais, bien sûr. Il dit aux gens qui ont les poumons pris de rester à la maison avec du paracétamol. Il a signé, lui, Édouard Philippe et Olivier Véran, un décret le 31 mars interdisant les patients des EHPAD touchés par le Covid de se rendre dans les CHU. Ils ont signé, eux, tous les deux, un décret autorisant l'injection du Rivotril. Alors, comment est-ce qu'on gère une crise sanitaire avec des échelons de décision très dispersés quand vous avez immédiatement le risque pénal sur le dos? Bah, excuse-moi, le risque pénal, tu vas l'avoir maintenant. Hein. Il fallait penser, hein. Fallait pas... Ça, c'est un Premier ministre, quoi. En fait, il pense pour ses fesses. Il pense au risque pénal. Il pense pas pour le bien de la nation. Il pense, ah merde, qu'est-ce que je fais pour mes fesses? J'ai fait des erreurs dans la communication. J'ai dit que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'on me l'avait dit, parce que c'était la doctrine. Ouah, attends, mais la question qu'il faut lui poser, là, qui te l'a dit? Parce que si ça se trouve, c'est le conseil scientifique qu'on écoute toujours et que Macron dit que « Oh, ils sont sublimes », qui lui a dit? C'est ça la question qu'il faut poser. Qui lui a dit? Qui lui a dit? Pourquoi il a écouté? Moi, Sylvain Notre-Table, parce que je ne savais pas ce qui se passait, j'ai montré dans mes émissions que j'avais commandé des masques mi-janvier sur Amazon, je reconnais. Mais je les ai commandés, comme mon ami Antoine. On l'a montré, ça. Et lui, il est Premier ministre, et non. Ah oui, et il se dit heurté de l'incapacité collective à avoir un débat public coordonné autour des questions médicales et scientifiques. Ben oui, on n'a jamais pu. Attends, mais par rapport à la science et à la rationalité, mais la rationalité, elle a des UHU de Marseille, la rationalité, elle est dans les résultats. Ils ont des résultats, vous n'avez pas de résultats, c'est ça la rationalité. Et lui, il vient nous raconter qu'on ne peut pas avoir de débat. Oui, on ne peut pas avoir de débat avec toi. Et oui, on va, le risque pénal, allez, on va y aller. Il n'avait jamais entendu parler de masque avant le début de l'épidémie. Ah putain. Et lui, il est Premier ministre. Non mais, attends. Et il dit, raconte ça à l'Assemblée, personne ne l'arrête, quoi. Moi, je suis un autre otage, j'ai comment? Antoine, mon ami Antoine, Station, Miasma TV, on a acheté des masques mi-janvier. Lui, il n'en avait jamais entendu parler. La France a cruellement manqué d'équipements de protection masque. Ouais, mais ça, c'est le rôle de l'État. En plus, c'est pas vrai, puisqu'il y a l'armée. Vous savez que toutes les armées du monde combattent guerre nucléaire, guerre chimique, guerre bactériologique. À moi, vous voulez me faire croire que l'armée française n'a pas un stock stratégique de masques? Ouais, c'est ça. Allez-y, venez sur le sujet. On va rire. Il plaide carrément ignorance. Les premiers ministres, les ministres de sa santé, l'ARS, 898 personnes, payer des milliards par an avec nos impôts, mais ils sont dans l'ignorance. Ils plaident l'ignorance. Il ne faut pas être Premier ministre. Hein. Si tu es ignorant, il ne faut pas être Premier ministre. Ils ont passé une commande de 100 millions de masques. 66 millions de Français, 100 millions de masques. C'est d'une logique implacable. Implacable. Et ce type-là a été Premier ministre de la France. Et on a toujours son ministre de la Santé. Voilà. Et donc, juste pour vous dire que ça sert à rien, parce qu'on ne pose pas les questions qui fâchent. Peut-être que les juges poseront les questions qui fâchent. Voilà. Et donc, sur les EHPAD, je vous conseille de lire cette chronique numéro 33 sur France Soir. Combien de morts sur ordonnance dans les EHPAD ou à domicile avec le Rivotril à cause du Covid et des refus d'hospitaliser. Et ça, c'est des décrets signés par ce type, Premier ministre, qui dit qu'il est dans l'ignorance. Il est dans l'ignorance, mais il a été capable de signer des décrets interdisant aux personnes âgées de se rendre dans les CHU. Il a signé des décrets autorisant de les tuer avec de l'injection de Rivotril. Le maire de Mougins, là où il y a eu 39 morts dans un EHPAD privé de 80 places, lui-même médecin coordonnateur d'EHPAD, a déclaré le protocole, c'est 2 jours de Doliprane et après 2 jours de Rivotril. Et pas d'hospitalisation. On est compte un peu?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous ne savons toujours pas combien de personnes sont mortes du Covid-19 à leur domicile. Une estimation à plus de 9000 cas avait été faite fin avril par le syndicat de médecins généralistes MG France, mais il n'existe aucun chiffre officiel. Un alourdissement de quelques 10 000 décès supplémentaires est à craindre. Il repousserait encore plus loin le classement déjà peu brillant de la France parmi les bilans les plus désastreux. Il serait certainement intéressant que l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, se voit confier la mission d'expertiser les dossiers médicaux des résidents d'EHPAD et des personnes vivant à leur domicile qui ont fait l'objet de prescriptions de Rivotril. Combien de morts sur ordonnance dans les EHPAD ou à domicile avec le Rivotril à cause des refus d'hospitalisation et des soins adéquats consécutifs à la casse volontaire de l'hôpital public et à la précarisation du secteur médico-social par le gouvernement et les REM. Ça, c'est des réponses que l'on va apporter devant c'est des questions que l'on va apporter devant les tribunaux. Hein. Et là, Édouard Philippe, il n'aura pas une assemblée muette devant lui à raconter ces conneries qu'il était dans l'ignorance. Il les a signés, ces décrets, il les assumera. Lui, Véran et tous les autres. Le confinement tue et eux se gargarisent qu'ils ont sauvé des vies. Tiens, je vous donne encore un exemple, je ne sais pas combien je vous en ai mis. Aujourd'hui, j'ai vu un patient qui aurait dû avoir un changement de valve en mars, déprogrammé. La seconde opération est imminente et allait aussi être déprogrammée. Il est mort dans son sommeil, probablement d'un cœur trop fatigué. Mort à cause du Covid, mais pas du Covid. Si ça se trouve, ils l'ont aussi comptabilisé dans les morts du Covid, on va savoir. Et en ce moment, vous me dites, oui, mais Sylvano, il y a quand même des gens, Réa, les Réa sont pleines. On arrive en novembre. Novembre 2019, il y avait plein de gens atteints de pneumonie. Plein, énormément. Certainement aussi déjà du Covid. Oui, parce que maintenant, je vous ai prouvé que le Covid est arrivé en France bien avant, avec les athlètes des Jeux Olympiques militaires qui se sont tenus à Wuhan en octobre. Mais on les soignait. On ne changeait pas de questions. On ne disait pas, ah purée, il faut faire un test. Ah non, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit. On donnait les antibiotiques. Les antibiotiques, ça suffit pour le Covid. Et regardez la mortalité et qui coule les vies. Ça, c'est une représentation en étoile. En vert, c'est les morts en 2016, enfin en vert clair. En vert bouteille, c'est les morts en 2017. En bleu clair, les morts en 2018. En bleu foncé, les morts en 2019. Et en orange, les morts en 2020. Vous voyez que, mis à part effectivement ce pic pendant le confinement a tué, tout va bien, hein. Les courbes se suivent, hein. Il n'y a vraiment aucun péril en la demeure. On rentre dans les mois à pneumonie, les mois à grippe, les mois à rhume, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. D'ailleurs, à ce propos, regardez, je vous invite à regarder, je suis pas toujours d'accord avec Guillaume, mais là, il a fait un bon boulot. Si on trace un graphique des cas détectés en France, cette deuxième vague paraît spectaculaire, plus grosse que la première, et les gens ont peur, et les médias de la peur la montrent. Sauf que, une autre donnée est comparable entre les vagues car mesurée de façon rigoureuse, le nombre de décès dus au Covid à l'hôpital. Est-ce possible de retrouver le nombre de cas réels à partir des décès? Eh bien oui, grâce au taux de mortalité, IFR. D'après l'Institut Pasteur, ce taux de mortalité en France est compris entre 0,53 et 0,65%, et les décès interviennent en moyenne entre 20 et 30 jours après l'infection. On peut donc estimer le nombre de cas réels en divisant le nombre de décès observés par ce taux de mortalité, simple règle de 3, et en décalant les résultats de 3 semaines environ. Je suis d'accord. Prenons le cas le plus optimiste, estimation haute de cas, un taux de mortalité de 0,5%. Très bien, c'est ce qui est observé au l'IEHU Méditerranée. Pour le décalage, prenons 3 semaines, et ce qui a été observé lors de la première vague en France. Voilà ce que ça donne, la courbe en noir, et donc l'estimation obtenue à partir des décès, et la courbe rouge est celle présentée dans le premier tweet en haut. Vous êtes prêts? Attention. Ah, ouf. Voilà. Il n'y a aucune deuxième vague en France. Aucune deuxième vague en France. Vous pouvez aller sur son Twitter, Guillaume Rosier, GRZ, et vous retrouvez toutes les datas, toutes les données. Et d'ailleurs, il a eu, y compris les félicitations d'Axel Kahn. Vous vous rendez compte, l'Axel Kahn? Non mais, franchement, arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de deuxième vague, il y a une pandémie, il y a un gouvernement minable. Point final barre. Tellement minable que tiens, je vous montre des articles du Canard enchaîné, si vous ne les avez pas lus. En Île-de-France, l'un des territoires les plus touchés par l'épidémie de Corona, l'Agence régionale de santé, l'ARS, le mammouth administratif de la France, a fait ses comptes, et ils ne sont pas brillants. En cas d'aggravation majeure de la crise sanitaire, il serait impossible aux hôpitaux d'accueillir simultanément plus de 1700 patients Covid en soins critiques
ce qui représente 30% de moins qu'en mars et en avril, où les disponibilités avaient été très difficilement atteintes et 2500 places. Ce constat alarmant jure avec les annonces tonitruantes d'Olivier Véran, qui raconte que des fake news. Depuis l'été, le ministre de la Santé affirme que les capacités de réanimation pourraient doubler en cas de besoin, soit environ 5000 lits pour la région parisienne. Mais franchement, 1700 pour l'Île-de-France. Vous connaissez la population de l'Île-de-France? Non. Tapez dans Google population de l'Île-de-France, à vous de faire des recherches pour vous faire un petit peu savoir ce que c'est. Parce qu'il y a des départements qui ont été mis en couvre-feu avec 2 patients. En rien. 2 patients. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, s'il y a 3 lits en réanimation, 2 sur 3, ça fait 66%, excusez-moi. C'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Il faut juste penser en nombre brut et non pas en ratio. Parce que si demain, il n'y a plus que, pour toute la France, 100 lits en réa, on arrête la France pour n'importe quoi. 1700 places d'après les fonctionnaires, 5000 selon leur ministre. Comment expliquer pareille différence? D'abord, comme le martèlent les médecins, plus question de reporter massivement les opérations chirurgicales pour faire de la place. Cette fois, seules devront être déprogrammées les interventions pouvant réellement attendre. Ensuite, l'épidémie frappant désormais tout le territoire, il est impossible de faire venir des renforts d'autres régions. Enfin, la pénurie de personnel soignant empêche d'ouvrir les lits supplémentaires promis par le ministre. Pénurie de personnel soignant, ça je vous le dis aussi depuis plusieurs émissions, parce qu'ils ont démissionné en masse, écœurés par ce gouvernement, écœurés par l'ARS. Panoplie d'infirmières, les hôpitaux font pourtant flèche de tout bois à la demande de la direction générale de la santé. Les infirmières travaillant dans d'autres secteurs sont ainsi invitées à s'initier à la réanimation via une formation express de 14 heures dispensée par un splendide PowerPoint. Plus fort encore, les ministères envisagent d'autoriser temporairement les non-aides-soignants à exercer la profession d'aide-soignant. Au lieu des 10 mois de formation habituellement requis, ils suggèrent de proposer aux volontaires des modules très courts et adaptés, permettant de former en 15 jours des personnels habilités. On est plus loin de la médecine de guerre. Dans les bilans quotidiens de l'ARS d'Île-de-France, une rare note d'optimiste est à relever. La deuxième vague de Covid paraît pour l'instant épargner la majeure partie des EHPAD d'Île-de-France. Sur 700 établissements, seuls 137, soit 20%, ont déclaré avoir été touchés depuis le rebond épidémique au mois de mars. C'était l'inverse, une petite minorité d'EHPAD avait alors échappé au virus. Un respect scrupuleux des règles, blablabla, bla, 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 bla. Mais un constat intrigue les experts. Des campagnes de tests sérologiques ont mis en évidence des taux très importants de positivité dans de nombreux établissements, de quoi laisser ouverte l'hypothèse d'un début d'immunité collective chez les résidents. Il n'est pas interdit d'espérer. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et l'immunité collective, c'est, une fois de plus, je le rappelle aussi pour Guillaume, c'est pas 50, 60, 80%, c'est entre 15 à 25% l'immunité collective. Parce que ce Covid ne touche pas une population homogène. La plupart des personnes sont asymptomatiques. Un des plus grands infectiologues italiens, Giuliano Taro, vient de dire que 98% des personnes étaient asymptomatiques. Elles étaient testées positives, mais elles n'avaient strictement aucun symptôme. Alors, si on n'a aucun symptôme, on aussi peut penser que ce virus passe crème dans le corps, et le corps n'a même pas besoin de déployer d'anticorps, de lymphocytes pour le tuer, tellement il est faible. Mais il reste un infime pourcentage de personnes à risque, ça je le répète, les personnes âgées avec des pathologies autres, notamment hypertension, cancer, blablabla, bla, bla, tout ça. Et donc Olivier Véran a dit, et Jean Castex, que on va les tests antigéniques. La France a acheté 5 millions de tests rapides, des fameux tests antigéniques. Mais ce n'est pas l'État qui a passé commande, les hôpitaux ont dû faire à sa place et à sa demande, alors qu'ils estiment être les derniers à en avoir besoin. Ces tests rapides ne détectent qu'un cas positif sur 2, et ils sont très utiles pour procéder à du dépistage de masse dans des aéroports, des facs ou des collectivités, mais nullement. C'est ce qu'a conclu une récente étude menée au CHU Henri Mondor de Créteil pour identifier un patient symptomatique. Conséquence, la plupart des hostos se retrouvent à gérer des stocks qui ne sont pas pour leurs pommes. On a reçu une palette de 10 000 tests qui ne nous servent à rien, soupire le chef du service d'infectiologie d'un grand hôpital. Du coup, j'enquille les réunions avec les EHPAD et les médecins généralistes du coin pour savoir comment on peut leur refiler, comme si on n'avait pas autre chose à faire. Pourquoi ce circuit alambiqué? La commande par le ministère n'intervient qu'en cas de besoin de régulation du marché ou de sécurisation des quantités. Il répond dans son jargon habituel
Le ministère de la Santé au canard, on ne change pas une méthode qui gagne. Il serait temps de changer cette équipe de branquignoles. Tellement branquignoles que Macron, Castex, ils ont dit partez en vacances, profitez des vacances. Le couvre-feu débute samedi 0h sur le 06. Cette décision véritable est prise sans cohérence après avoir incité les touristes à venir sans concertation et sans tenir compte de la situation sanitaire locale. 2 malades en réa à l'hôpital d'Antibes, 200 000 habitants. Voilà par qui on est gouverné. 2 malades en réa Antibes et c'est couvre-feu. Couvre-feu. Que dire des villages? Je pense à Campagnol. Hein. Village en couvre-feu. Ah, il faut vraiment les arrêter. Et regardez ces mensonges. Le médecin légiste Bernard Bouvreau n'a pas effectué d'autopsie médico-légale à Mulhouse sur les personnes décédées du Covid-19, mais il a réalisé plusieurs centaines de tests PCR post-mortem sur des cas suspects qui n'avaient pas été testés vivants, a-t-il dit. Si de l'ARN de virus était découvert à l'issue de ces tests, alors le décès était signalé comme lié au Covid. Il est entré du coup dans le décompte officiel. Fake news, gouvernement menteur, gouvernement ment. Gouvernement ment. Vous avez entendu? Maintenant, ce gouvernement qui ment nous incite aussi massivement à faire le vaccin de la grippe, contre la grippe, et à faire une campagne. Les gens se sont précipités partout en Europe, hein, Italie, tous les stocks ont été dévalisés. Ouais, sauf qu'il y a un petit problème. Des médecins en Corée du Sud demandent que les vaccinations contre la grippe soient suspendues après 25 décès. 25 décès quand même, c'est énorme, hein, c'est énorme. On est en Corée du Sud, hein, c'est pas la France, il n'y a pas beaucoup de morts par jour du Covid. Les responsables sud-coréens ont refusé jeudi de suspendre un effort de vaccination contre la grippe saisonnière malgré les appels croissants à l'arrêt, y compris l'appel d'un groupe clé de médecins après la mort d'au moins 25 personnes vaccinées. Les autorités sanitaires ont déclaré n'avoir trouvé aucun lien direct entre les décès et les vaccins. Alors ça, c'est effectivement très difficile à prouver. Vous injectez un vaccin, le type meurt, pour trouver la causalité de façon juridique, c'est extrêmement complexe. Aux États-Unis, ils y arrivent, mais c'est complexe, c'est lourd, puisqu'aux États-Unis, il y a plus de 5 milliards de dollars qui ont été donnés d'indemnités pour tous les accidents liés à la vaccination. On continue. Au moins 22 des morts, dont un garçon de 17 ans, faisaient partie d'une campagne visant à vacciner gratuitement 19 millions d'adolescents et de personnes âgées, a déclaré l'agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. Quand même, un garçon de 17 ans, quoi. Le nombre de morts a augmenté, mais notre équipe voit peu de chances que ces décès soient dus à des coups de feu, a déclaré au Parlement le directeur de l'agence. Ça veut dire coup de feu, ça veut dire que ce soit dû au hasard, quoi. La Corée du Sud a commandé un 5e plus de vaccins contre la grippe cette année pour éviter ce qu'elle appelle un twindemic, c'est-à-dire Covid plus grippe. Ah bah oui, je comprends et je regrette que les gens soient préoccupés par le vaccin, a déclaré le ministère de la Santé, qui a confirmé que le programme gratuit continuerait. Ils s'en foutent. Nous examinons les causes, mais nous les examinerons à nouveau en profondeur, blablabla. Les fournisseurs de vaccins comprennent des entreprises nationales telles que blablabla, mais aussi le français Sanofi. Et là, on apprend que sur les 25 morts, 10 ont reçu des produits de SK Biosciences, mais aussi 4 de Sanofi. Or, le vaccin Sanofi en France, il cartonne. Les 4 entreprises nationales ont refusé de commenter. Ben évidemment, tu penses, Charles. L'association médicale coréenne, un groupe influent de médecins, a exhorté le gouvernement à interrompre temporairement tous les programmes de vaccination pour dissiper les inquiétudes du public et à garantir la sécurité des vaccins. Mais les autorités sanitaires ont déclaré qu'une enquête préliminaire sur 6 décès n'avait révélé aucun lien direct avec les vaccins. Bah, tu m'étonnes, mais en plus, il faut vraiment que l'on parle, un de ces 4, de l'interférence virale. L'interférence virale, c'est pas un sujet que je viens d'inventer, c'est vraiment sérieux, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait vacciner pour n'importe quoi, mais qui en plus reçoit un autre virus de l'extérieur, Covid par exemple, ça peut être monstrueux. Ça peut être monstrueux. Là, 25 morts. Franchement, c'est complètement crétin de ne pas arrêter tout de suite. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous vaccinez surtout pas contre la grippe, surtout pas. Voilà, on vous a prouvé que ce gouvernement ment, que c'est que les médias, ce sont que des fake news. Montrez cette vidéo à vos proches, réveillez les gens qui dorment, c'est catastrophique ce qui se passe. Alors j'entends dire des gens, oui mais tu veux qu'ils en arrivent à où? Ils veulent arriver à un nouveau confinement, ils veulent une destruction de l'économie. Je sais, ça demandera de lourdes explications parce que vous ne pouvez pas croire que ils veulent tout détruire. Regardez mon émission que j'avais déjà faite il y a longtemps, à l'origine du confinement avec mon ami Youssef Indy,
Et puis surtout, essayez de comprendre quelque chose. Il y a 220 000 milliards de dollars de dettes dans le monde des États. À qui les doivent? À Saturne, à Pluton, à Uranus, 220 000 milliards de dettes de dollars. Il faut un grand reset. Il faut un grand reset. Il faut supprimer l'argent liquide, les crypto-monnaies, piquer votre pognon. Vous allez voir dans les prochains temps. Donc réveillez-vous, on peut encore se sauver. Je vous laisse avec quelques vidéos assez sympathiques, des vidéos des médecins courageux américains, des vidéos de quelqu'un qui explique que le confinement tue, et d'un extraordinaire personnage, Jean-Pierre Versini. Jean-Pierre Versini. Vous allez voir que ça rejoint ce que j'avais dit en début d'émission. Restez positif et convainquez les gens. Convainquez-les. Voilà, je vous dis bye bye, bisous. Wow. Hello, America. I'm Dr. James Tadaro. I received my medical degree from Columbia University in New York, followed by 4 years of residency training. On these same steps, 3 months ago at the last White Coat Summit, I talked to you about big tech censorship, how Google was taking down scientific articles, how YouTube and Facebook were censoring evidence-based medicine. But I'm not here to talk to you about that today. I'm not here to talk about the censorship of the present. I'm here to talk to you about the deletion and rewriting of history. Unbeknownst to many, news organizations are deleting articles from the past that no longer fit the narrative today, the narrative of fear, panic, and lockdowns. Case in point, earlier this week, I tweeted out a Forbes article. The Forbes article is called Why the World Health Organization Faked a Pandemic. It was a scathing review of the World Health Organization's over-exaggerated response to the swine flu 10 years ago. It was a 10-year-old article. I tweeted that out, okay, and based on the content from that article, COVID-19 pandemic would be considered one of the mildest pandemics of the last century. About 12 hours after I tweeted out that article, Forbes deleted it from their database. Not Twitter took it down. Forbes actually deleted their own story from 10 years ago, overnight, when I drew attention to it. And that's going on unnoticed, continually. These news organizations are deleting history. Now this should scare you. This is directly out of George Orwell's 1984. We need to rise up against censorship of the present, but also hold news organizations accountable for their past. Thank you. I say to you now, my doctor peers, that the evidence that early treatment works is overwhelming. You are a physician. You must look at the science yourself. You are not allowed, by an oath that you took yourself, to follow the orders of another person saying it does not work. Not the CDC, not the NIH, not the FDA, not Dr. Fauci, not Dr. Birx, not Dr. Redfield. There are nearly 1 million physicians in this country. Each one of us has a moral and ethical obligation to honor an oath that we made to ourselves. The science is in and the results are irrefutable. Early treatment works, and you cannot call yourself a physician if you do not follow the evidence yourself. Cohen. Jean-Paul Ortiz, faut-il reconfiner? Que dit-il? Surtout pas, il ne faut pas reconfiner d'abord pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons sanitaires, parce que ça retarde la prise en charge des patients, ça diminue le suivi des patients chroniques, ça décale les interventions chirurgicales qui étaient programmées, qui ne peuvent pas être réalisées à cause du confinement. On a trop souffert en mars-avril à cause de cette période-là. Ça décompense les patients qui ont des troubles psychiques ou psychiatriques. Donc, pour des raisons sanitaires, pour des raisons également vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de la culture, il ne faut pas reconfiner. Parce que ça fait 55 ans quand même que vous êtes avocat. Oui. Bon, et vous êtes venu avec votre scooter. Bon, vous êtes au courant qu'il y a un virus qui peut être compliqué pour vous? Mais moi, je suis un fanatico Raoult, donc je me ferai soigner immédiatement. Ah ben oui, mais alors oui, bon, c'est pas. J'ai demandé à ma femme de me laisser devant l'IHU, de me transporter de Paris à Marseille et de me laisser sur le parking. Ensuite, on verra bien. Si je claque, au moins, ça aurait été logique avec moi-même. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait... Quand je dis que vous êtes à l'ancienne, ce ton-là, cette couleur-là, cette manière de parler, cette pensée-là, pourquoi elle n'existe plus, Jean-Pierre Versini? Pourquoi on est entouré par des
par des donneurs de leçons, par des gens qui ne sourient plus. Le principe de précaution de Chirac là, est en train de nous tuer. Enfin. Oui, mais il est partout dans le monde, c'est pas Chirac. Oui, mais non, mais il a suivi le mouvement. Chirac a suivi le mouvement. Oui, mais c'est les sociétés qui veulent ça. C'est la société qui est en train de crever, hein, c'est tout. La civilisation est en train de mourir. Fichtre. Ah oui. Et on en trouvera une autre. Ah non, c'est sûr. Très optimiste, mais la prochaine sera la bonne. Ah non, sans problème. Sans problème. Celle-là... Quand on essaye d'arrêter le monde, parce qu'il faut qu'un vieux de 81 ans claque pas dans la nez. Vous avez 81 ans? Oui, cette année, oui. Ça me fait rire. Oui, parce que... On est déjà en arabe à cet âge-là. Mais non, mais j'aimerais tellement que... En fait... c'est un état d'esprit, la vie, quoi, d'une certaine manière. Et ce que j'aime chez vous, c'est ça, précisément. Mais je pense que cet état d'esprit, il est lié aussi à un peu d'intelligence, voire beaucoup d'intelligence. Je sais pas. Et qu'aujourd'hui, la société, peut-être, l'est-elle un peu moins. Elle est pessimiste. Non, elle est pas... Moi, je la trouve bête. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stoppt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla.
Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse so folgt wie ein Schaf, die Freiheit wird nicht im Grab, doch der Widerstand